Beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, pas seulement dans l'entourage de la Maison-Blanche. Nous savons tous comment ça se passe. On les a vus vendre le pétrole à découvert et on a vu Trump instaurer une culture de la manipulation qui permet à des gens de tirer profit de ces crises et de ces guerres. Tout cela en fait partie. Donc il n'a aucune raison d'adopter la position que vous et moi défendons. Vous et moi, nous ne profitons pas de ces choses-là. Eux, si. Et je pense que c'est l'explication la plus simple. Larry Kudlow, bien sûr, est un peu différent parce qu'il est émotionnellement engagé. Pour lui, c'est plus important que tout le reste. Et il soutiendra tout ce qui promet l'anéantissement total de l'Iran. Et littéralement, c'est de cela que ces gens parlent. Mon point, c'est que cela n'arrivera pas. Ce n'est pas réalisable. Mais c'est ce qu'il pousse Donald Trump à faire. Vous savez, c'est drôle. Si Jack Keane dit carrément « Je ne veux aucun accord, exigeons simplement une reddition totale », d'autres semblent un peu plus pragmatiques, mais peut-être aussi un peu plus immoraux et contraires à l'éthique. Voici Jim Henson, lui aussi sur Fox News, et il va dire « D'accord, ouvertement d'ailleurs. Écoutez, disons simplement à l'Iran tout ce qu'il veut entendre jusqu'aux élections de mi-mandat, puis on frappera fort. » Le président Trump ne veut pas aborder les élections de mi-mandat avec le chaos au Moyen-Orient, sans pétrole qui circule, et les marchés qui réagissent à cela. Il a besoin que les républicains gardent le contrôle du Congrès afin d'avoir une marge de manœuvre après les élections de mi-mandat. Mais ça ne veut pas dire qu'il va leur donner ce qu'ils veulent. Il peut les tenir à distance par la force militaire, s'il le faut, s'ils ne sont pas disposés à conclure un accord. D'ici aux élections de mi-mandat, il limitera les problèmes, les dégâts qu'ils peuvent causer au prix du pétrole et à notre économie, et il espérera qu'ils signeront une sorte d'accord à court terme. Après les élections de mi-mandat, je ne voudrais pas être à leur place. Donc je veux dire, il dit littéralement « Écoutez, je sais que nous leur avons menti par le passé et que nous avons fait semblant pendant les négociations. Recommençons, puis tenons jusqu'aux élections de mi-mandat. Et ensuite, une fois débarrassés de toute contrainte, nous arriverons avec les armes lourdes. » Comment ça va-t-il être reçu en Iran? Eh bien, je ne connais pas Henson, je ne connais pas son parcours, ni ce qu'il conduit à ses conclusions. Mais il y a une chose sur laquelle nous devrions nous accorder immédiatement, d'emblée. Si Donald Trump mettait fin à cette guerre unilatéralement, de sa propre initiative, et disait « c'est tout, je suis allé aussi loin que je le pouvais », il est dans l'intérêt de l'économie mondiale comme dans le nôtre que cette guerre se termine. Je vais donc retirer nos forces de cette guerre, puis qu'il entamait un retrait lent, réfléchi et méthodique, il serait acclamé d'un bout à l'autre du pays, de l'Atlantique au Pacifique. L'écrasante majorité de l'électorat américain ne veut rien avoir à faire avec cette guerre. Les gens s'en moquent. Ils n'en veulent pas. Ils s'en moquent. Donc politiquement, Donald Trump n'aurait rien à y perdre. Donc il a complètement tort. En fait, s'il mettait fin à ça, net, comme on vient de le dire, et s'il se retirait, je pense qu'on verrait probablement un résultat différent aux élections de mi-mandat. Ce serait certainement meilleur que ce qui nous attend à ce stade, mais il ne semble pas le comprendre. Et c'est compréhensible, parce qu'il fait probablement partie de cette bulle dont nous parlions plus tôt. Et il y a cette minorité qui dispose d'un pouvoir financier énorme et qui contrôle les choses. Elle veut mener cette guerre d'anéantissement contre l'Iran. Point final, c'est tout. C'est elle qui pousse. Et Trump leur doit une immense gratitude pour sa position à la Maison-Blanche et sa place en politique. Et je pense toujours que dans une certaine mesure, il doit être soumis à une forme de contrainte.
Vous savez, ce que vous dites là est peut-être encore plus vrai que certains ne le réalisent. Le week-end dernier, j'étais à un événement où Rich Barris prenait la parole et nous avons eu une conversation à part. Il m'a fait part d'une véritable frustration parce qu'il s'était récemment rendu à la Maison-Blanche et avait dit au président Trump exactement ce que vous venez de dire. Les chiffres confirment très clairement votre propos. Il a dit que, surtout parmi sa base, le soutien est massif pour simplement mettre fin à cette guerre dès maintenant et passer à autre chose. Et rien de tout ça ne les intéresse. Je veux dire, littéralement, chaque mot que vous venez de dire est confirmé par les données et les chiffres. Et c'est quelqu'un que le président Trump respecte, parce que c'est lui qui avait vu juste en 2016, alors que presque tous les autres instituts de sondage s'étaient trompés. Et voilà, ça le laisse perplexe. Et moi aussi, de voir pourquoi il ne prend pas des décisions qui seraient politiquement gagnantes pour lui, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Ce qui m'inquiète, comme vous venez de le dire, c'est qu'il soit peut-être sous pression pour une autre raison que je ne peux pas deviner. Eh bien, rappelez-vous, en 2023, Tucker Carlson m'avait invité dans son émission chez lui, là-haut en Nouvelle-Angleterre. Et la première question qu'il m'a posée, c'était « Pensez-vous que nous soyons sur la voie d'une guerre avec l'Iran ?» Et j'ai répondu sans hésiter « Oui ». Ensuite, quelques années plus tard, il est allé à la Maison-Blanche, il a rencontré le président Trump, puis après l'avoir rencontré, il a déclaré que Donald Trump comprenait parfaitement les écueils, autrement dit les problèmes, d'une guerre contre l'Iran. Il en comprenait les risques, il en comprenait les implications et même les ramifications stratégiques pour nous. Il a quitté le bureau ovale satisfait que le président comprenne dans quoi il s'engageait, et il en a conclu que par conséquent le président ne s'y engagerait pas. Eh bien, il avait tort, et le président le sait. Il le savait alors, et il le comprend aujourd'hui. Et pourtant, il l'a fait. Donc je pense qu'il faut... Vous savez, les gens disent « Cet homme ne peut pas être à ce point stupide. » Ce n'est pas un homme stupide. Émotionnellement instable, il y a beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas quelqu'un de stupide. Il n'est peut-être pas très cultivé, ni très au fait du monde dans lequel nous vivons au-delà de nos frontières, à l'étranger, mais cet homme n'est pas stupide. Il comprend ce qu'il a déclenché et il comprend ce qu'il fait. Alors, quand vous regardez tout ça et que vous vous dites « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ?» Vous devez arriver à deux conclusions. Et je vous ai donné la première. La première, c'est « J'ai commencé ça ». C'est le sophisme du joueur. Je dois aller jusqu'au bout. Encore un lancer de dés et je gagnerai. Ça, c'est une partie de l'explication. Deuxièmement, des gens détiennent quelque chose contre lui, quelque chose de si puissant qu'il ne peut absolument pas s'écarter de la voie sur laquelle il est. Et je suppose que seul le temps nous dira laquelle de ces deux hypothèses est la bonne. Je me demande, parce que vous avez eu une expérience directe du président Trump, de sa capacité à prendre une décision de manière rationnelle, puis à laisser quelqu'un le faire changer d'avis. Plus tard, en 2021, quand vous étiez conseiller spécial auprès du secrétaire à la Défense, vous avez élaboré ce que je considère comme un plan brillant pour retirer toutes nos troupes d'Afghanistan de façon ordonnée et coordonnée avant la fin de son mandat lorsqu'il quitterait ses fonctions. Vous êtes même allé jusqu'à lui faire signer un ordre d'exécution qui a ensuite été saboté par le président des chefs d'état-major interarmés et par le secrétaire à la Défense par intérim. Qu'avez-vous observé chez lui? Parce que vous avez dit que vous ne pensiez pas que ce soit un homme stupide. Vous l'avez vu, vous lui avez exposé, si je comprends bien, tous les avantages et tous les coûts potentiels d'une telle décision. Il est arrivé à la bonne conclusion, puis on l'en a dissuadé.
Eh bien, je ne lui ai pas expliqué les détails, mais il a compris que c'était faisable. Il a compris, je pense, que l'hiver était le moment idéal. Vous avez été en Afghanistan et vous connaissez la saison des combats là-bas. L'hiver était un bon moment pour se retirer. Mais on l'en a dissuadé. Des gens de sa propre administration l'en ont dissuadé. Cela incluait le secrétaire à la défense de l'époque. Cela incluait aussi Kash Patel qui s'est rendu sur place avec monsieur Miller, le secrétaire à la défense. Et ils se sont alliés à Mitch McConnell et à plusieurs autres personnes du Congrès. Et ils ont tous dit « Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons déjà pris des engagements. Nous avons parlé à des alliés. » On a ceci, cela et tout le reste. Puis il a reculé. Il a dit, eh bien, que puis-je faire si je ne peux pas faire sortir tout le monde, que puis-je faire? C'est la vieille histoire de la demi-grossesse. Et c'est un problème politique. Aucun homme politique ne veut mener l'enfant à terme puis en être responsable. Alors il a reculé. Et je pense que c'était regrettable. Le résultat, c'est que ce qu'on a vu sous Biden était terrible. Et cela aurait pu être évité, mais, vous savez, il a reculé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens l'accusent de se défiler sur un certain nombre de sujets différents. Mais cette fois-ci, je ne vois aucune preuve de cela. Peut-être que je me trompe, mais je ne l'ai tout simplement pas vu. Oui, eh bien, je continue de l'espérer. Mais revenons à cette erreur du joueur. Lancez les dés en espérant qu'il se passe quelque chose. On vient de voir Hanson, Jack Keane et plusieurs autres. Eux ne veulent même pas d'accord. Eh bien, il s'avère qu'il y a effectivement des négociations en cours. Simplement, elles n'incluent pas les États-Unis. Voici le vice-ministre iranien des Affaires étrangères qui parle des négociations, presque finalisées, entre l'Iran et Oman. Reza Rajimbrose. Des progrès importants ont été réalisés dans les discussions avec Oman, et ces avancées sont sur le point d'être finalisées. En réalité, nous ne cherchions pas et ne cherchons pas à mettre en œuvre pour le moment la clause 5 du protocole d'accord, parce que les États-Unis ont mis de côté toutes leurs obligations, et nous avons nous aussi mis de côté notre obligation concernant le détroit d'Ormuz. Ce que nous faisons avec Oman suit une voie naturelle, qu'il y ait eu ou non un protocole d'accord. J'ai déclaré que si nous voulons que des conditions normales soient établies dans le détroit d'Ormuz, cela doit passer par la voie d'une entente entre l'Iran et Oman, et non par celle de l'imposition et de l'influence. Les Iraniens semblent donc avoir dit, vous savez quoi, on laisse les États-Unis de côté. On va travailler sur notre propre accord ici. Et tandis que le président Trump lance les avertissements qu'il a lancés dans ce premier message, l'Iran émet aussi ses propres avertissements. Il prévient les États du Golfe que toute nouvelle frappe américaine contre l'Iran déclencherait des attaques de représailles contre leurs réseaux pétroliers, électriques, d'approvisionnement en eau et transport. Reuters rapporte que Téhéran a transmis le message par l'intermédiaire de hauts contacts diplomatiques en Arabie Saoudite, au Qatar, en Turquie et au Pakistan, en exhortant ses partenaires régionaux à faire pression sur Trump pour qu'il renonce à une action militaire et revienne aux négociations. Et d'après ce que nous avons pu comprendre, c'est pour cela que la dernière série n'a pas eu lieu le week-end précédent. L'Arabie Saoudite a été la principale voix à dire « Ne faites pas ça, parce que nous allons être frappés, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. » Comment voyez-vous cette dynamique? Et si toute la région parvenait à une forme d'arrangement sans même que nous soyons impliqués? Eh bien, rappelez-vous ce que le président Trump a dit lorsqu'il a signé le protocole d'accord à Paris, à Versailles. Il a dit « Je ne veux pas être Herbert Hoover et je ne serai pas responsable d'une dépression mondiale qui en résulterait. » C'est donc un homme qui comprend les conséquences.
Et ce que vous venez de montrer dans ce mémorandum, ou plutôt, ce n'est qu'un tweet, ce que vous avez montré énonce très clairement ce que les Iraniens disent depuis le début. Si vous détruisez nos infrastructures pétrolières, si vous détruisez nos réseaux d'électricité, d'eau et de transport, nous anéantirons totalement tout ce qui se trouve de l'autre côté du Golfe. Autrement dit, sur la rive occidentale du Golfe Persique. Je fais partie de ceux qui ne sont pas convaincus qu'aucun des petits États situés sur la rive ouest du Golfe survivra à tout cela. Je ne pense pas que les Américains réalisent à quel point ces États sont fragiles, ni à quel point leurs capacités de mobilisation militaire pour se défendre sont limitées. L'Arabie saoudite est perçue comme les Émirats arabes unis, comme très duplices, jouant sur tous les tableaux. L'attitude des Iraniens est donc la suivante. Ces gens nous ont floués, ils ont profité de nous, ils nous ont fait souffrir, ils nous ont nui, et ils ont coopéré de manière régulière avec nos ennemis, les Israéliens et d'autres. Nous n'avons donc absolument aucun scrupule ni aucune hésitation à les détruire. Je pense que le président Trump s'en rend compte et je suis sûr qu'il hésite à agir. Mais les Israéliens, eux, s'en moquent, et leurs agents à Washington aussi. Ils s'en moquent complètement. À leurs yeux, tout le monde dans la région peut mourir si cela permet de renforcer leur domination, leur contrôle sur la région. Franchement, c'est ça. Il suffit d'écouter les dirigeants israéliens. Ils le disent très clairement. Donc je pense qu'on revient à notre point de départ. Le président Trump, s'il pousse, disons les choses ainsi, il y a 3 portes. La première, c'est de relancer la guerre avec tous les moyens dont vous disposez. La deuxième, c'est de ne rien faire. Et la troisième option, c'est d'en faire un peu, puis d'essayer de négocier. Vous avez déjà essayé la première option. Vous allez y revenir? Eh bien, peut-être. La deuxième option, ne rien faire. Ce n'est pas envisageable. Il ne peut pas tenir politiquement. L'argent qui est vital à sa survie à la Maison-Blanche pour livrer le Congrès est en jeu. Rappelez-vous, les centaines de millions de dollars qui sont rassemblés dans différents fonds pourraient détruire des gens comme Thomas Massie ou d'ailleurs Marjorie Taylor Greene ou toute personne qui s'oppose à cette guerre avec l'Iran. Ces fonds peuvent servir à détruire Donald Trump. Et Donald Trump le sait. En ce moment, ces fonds sont engagés pour le soutenir et le défendre. Ces fonds sont essentiels à sa survie parce qu'ils peuvent empêcher toute procédure de destitution. Donc ne rien faire n'est pas une option. Et la troisième porte alors? Eh bien, nous savons que le président Netanyahou était furieux de la décision du président Trump de reporter l'attaque. Et beaucoup de gens disent, il reconsidère peut-être sa position. Mais nous savons aussi qu'il y a des problèmes avec les munitions, que nous attendons d'être réapprovisionnés et que nous envoyons davantage d'avions sur le théâtre d'opération. Il se passe donc d'autres choses également. Mon point, c'est que, si l'on regarde ces 3 portes, on pourrait tenter à nouveau la troisième. Mais cela n'a pas été très fructueux. On est donc vraiment ramené à la première porte, la guerre totale. Et comme vous le dites, il y a de nouveau un problème avec l'option numéro 1. Indépendamment du fait qu'elle n'a pas fonctionné la première fois, les cibles visées et les cavernes souterraines iraniennes, sous des montagnes de granit, n'ont pas changé non plus. Mais il y a une différence par rapport à la dernière fois où nous avons tenté l'option numéro 1. Selon certaines informations, la quasi-totalité de nos missiles de précision à longue portée commencent à manquer. Cela concerne les intercepteurs, les missiles offensifs, et ainsi de suite. Mais ce matin, le président Trump affirme que ce n'est pas vrai. Il dit que les États-Unis disposent d'énormes quantités de munitions, en particulier de certains types. Il ajoute que de grandes quantités sont fabriquées et expédiées aux États-Unis selon les besoins. Les entreprises de défense construisent le plus grand nombre d'usines et de sites de production de toute l'histoire de notre pays.
Les personnes qui ont divulgué ces déclarations qualifiées de traîtresses sont recherchées. De longues peines de prison seront requises. Alors, qui dit vrai? Le président Trump a-t-il raison ou les médias ont-ils raison? President Trump right or is the media right? Bon, les médias, oubliez les médias. Ils disent ici certaines choses sur les stocks de missiles, les stocks de munitions guidées de précision, que franchement les gens disent depuis des semaines et des semaines et des semaines. Ce n'est pas un secret. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils évoquent des fuites. Ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie de la défense, si vous demandez à quelqu'un qui se trouve au sommet de cette industrie, j'ai récemment parlé à quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie. Il m'a dit, « Comprenons bien quelque chose, Doug. D'abord, il n'y a pas de guerre déclarée. En l'absence de guerre déclarée, nous n'avons pas mobilisé l'industrie. Nous attendons de l'industrie qu'elle se comporte aujourd'hui comme elle se comportait en 1944-45, sans mobilisation. C'est la première chose. Il faut en substance transférer des ressources, des personnes et des capacités du secteur privé vers le secteur de la défense. Nous ne l'avons pas fait et nous n'obtiendrons pas le résultat qu'ils souhaitent. L'autre point, c'est qu'il y a une grande différence entre fabriquer des missiles et assembler des jeeps ou des chars. Il ne s'agit pas simplement de visser des écrous de roue. On parle de chaînes d'assemblage très complexes. Elles font intervenir des êtres humains, pas seulement des robots. Il y a une part de robotique. Mais une grande partie du travail nécessite une intervention humaine pour s'assurer que les micro-puces, les micro-circuits et tout le reste sont bien à leur place, parce que ces équipements coûtent très cher. C'est à usage unique, puis on le jette. Si vous allez l'utiliser, il faut que ça fonctionne. Et la plupart de ce que nous produisons est effectivement fiable. Maintenant, on peut débattre de la défense aérienne et antimissile. C'est une autre question. Et une grande partie de cette technologie n'est pas nouvelle. Mais si vous regardez les missiles classiques, les armes de frappe dont nous disposons, elles sont vraiment à la pointe et leurs performances sont très bonnes. Mais on ne peut pas simplement les produire à la chaîne, comme on fabriquait à la chaîne les chars Sherman ou les bombardiers B-17. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut le dire. Et je pense que Trump, j'imagine qu'il le sait. Et ces menaces à propos de gens qui divulgueraient des informations, personne n'a divulgué quoi que ce soit de réellement important. Moi, en tout cas, je n'ai jamais rien vu que je considérais comme classifié. Mais il existe ce qu'on appelle la connaissance générale. Et les gens dans les forces armées ne sont pas stupides. Les marins, les soldats, les aviateurs et les marines savent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ils savent ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Alors en ce moment, les pourcentages, j'ai entendu des gens dire que nous n'avons que 20 à 30% de ce dont nous avons besoin. J'ai entendu des gens dire seulement 20% ou moins. J'ai entendu d'autres personnes avancer des chiffres différents. Le fait est que nous avons, dans une large mesure, épuisé notre arsenal. Risquons-nous maintenant de sombrer dans une guerre contre une grande puissance? Pas à moins que nous attaquions quelqu'un. Et vous savez, nous sommes stupides. Nous pourrions le faire. Mais personne ne veut faire la guerre contre nous. Et je pense que, probablement au fond de lui, le président Trump le comprend. Et je pense que son point de vue, c'est bien, nous n'abandonnons pas, nous allons atouer ce que nous avons, et c'est constitué qui nous stocke plus tard. Je soupçonne que c'est ce dont il discute. Et qu'est-ce qui se passe, Doug? Disons que les Jack Keane, les Tom Cotton et certains autres obtiennent ce qu'ils veulent, que Netanyahou aille de l'avant et fasse un truc façon Seconde Guerre mondiale, en allant encore plus fort que la première fois. Regardez, en 40 jours, on a consommé à elle seule entre 40 et 60% de certaines catégories de munitions. Et si on continuait encore, disons un mois,
On pourrait littéralement ne plus en avoir du tout dans certaines catégories, ou au moins n'en avoir plus que des quantités dérisoires. Mais selon toute probabilité, presque avec certitude, d'un point de vue militaire, nous ne serions pas dans une position différente de celle d'aujourd'hui. Sauf qu'un plus grand nombre d'Iraniens seraient morts, probablement aussi davantage d'Américains. Mais nous serions au même point stratégique qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ferait alors? Parce qu'à ce moment-là, ils n'auront plus les ressources pour aller tirer encore tout un tas de missiles. Qu'est-ce qu'on fera alors? Eh bien, vous et moi sommes d'accord pour dire qu'il y a de fortes chances que, stratégiquement, dans 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, peu importe ce que ce sera, et nous ne savons pas quand il va appuyer sur la gâchette, nous nous retrouvions dans la même situation qu'au départ. Je pense que vous avez raison. À ce moment-là, il ne restera soit plus rien, soit si peu que nous ne pourrons pas nous permettre de continuer. Et bien sûr, nous ne parlons même pas de ce qui se passe dans le secteur privé. Nous ne parlons pas du marché. Trump a développé cette culture de la manipulation qui a contribué à créer l'illusion de richesse et de prospérité. Le marché ne cesse de monter, encore et encore. Tout le monde dit que c'est formidable. On revient à 1929. En juin, tout ressemblait à ce que nous voyons aujourd'hui. En octobre, les choses ont radicalement changé. Radicalement. Les gens qui disent ça répondent « Ah non, vous avez tort, non, ça va pas marcher comme ça. » Moi, je n'arrête pas de le dire, je ne suis pas un expert, mais j'écoute ceux qui le sont. Et si vous passez la liste en revue, si vous écoutez Luke Gromen et Jeffrey Gundlach, si vous écoutez Pilkington ou Jeff Curry sur le pétrole, la situation n'est pas bonne. Elle est très très fragile. Elle est très dangereuse. Et ce qui souligne, c'est quelque chose à quoi la plupart des Américains ne prêtent aucune attention. Vous regardez les bons du Trésor et vous vous dites, bon, le bon du Trésor à 10 ans est à 4,7%. Tous les experts disent que s'il monte à 5%, on aura de gros problèmes. On ne pourra pas soutenir cette dette. On ne peut pas tout payer. On ne peut pas effectuer le paiement exigé. Et en même temps, ils disent, bon, les taux d'intérêt baisseront quand ils baisseront. Très bien. Mais vous savez, pour l'instant, ils montent, et ça veut dire que les obligations doivent baisser. Eh bien, malheureusement, les taux d'intérêt montent, et les rendements obligataires montent en même temps. C'est en quelque sorte un double coup dur qui mène au désastre. Mais tous les grands hommes de Wall Street qui sont amis avec Donald Trump disent tous « Oh, ne vous inquiétez pas de ça. » Je me souviens de ce que Mellon a dit en juin 1929. Il était secrétaire au Trésor, c'était le poste de Besant. Et il a dit « Nous vivons une époque de prospérité ininterrompue. »